Sa voix traversa la musique, plus perçante que les couverts en argent. Les rires montaient autour de la salle de bal, mais à ma table, seule une mie de pain froid. Je souriais, un petit sourire fatigué. La clé USB dans ma poche me semblait plus lourde que la vérité elle-même. Je m'appelle Gabrielle Dubois. J'ai 35 ans, je suis réalisatrice de documentaires. Je passe ma vie à courir après les vérités des autres parce que la mienne a toujours été ignorée. 60 invités, des verres qui teintent, mon père rayonnant sous les projecteurs, l'homme qui n'a jamais vu les ombres dans sa propre maison. J'étais venue prête à les détruire, à brûler l'illusion qu'ils avaient construite. Mais quand je l'ai vu rire, je n'ai pas pu bouger. La vérité était dans ma main, et pour la première fois, je me suis demandé si les exposés ne le briseraient pas lui aussi. Parfois, la vengeance ressemble beaucoup à la pitié jusqu'à ce que vous choisissiez laquelle garder. Brûleriez-vous votre famille pour être vu ou partiriez-vous? La vérité était prête à exploser. Je ne l'étais pas. Quand les gens parlent de famille, ils imaginent la chaleur. La mienne a toujours eu l'impression d'être glaciale. Après la mort de ma mère, mon père s'est remarié rapidement. Une femme qui souriait comme du verre. Elle a aussi amené sa fille, Chloé. Et à partir de ce moment-là, j'étais une figurante dans ma propre histoire. Elle habillait Chloé de soie, l'emmenait au ballet, l'appelait sa fierté. À moi, elle offrait le silence et une liste de choses que je ne serais jamais. Pendant les dîners, j'étais l'ombre qui remplissait les verres d'eau, la blague que personne n'entendait. Quand je parlais, elle inclinait la tête et disait « Pourquoi rends-tu les choses gênantes ?» Mon père ne m'a jamais défendu. Ses yeux restaient fixés sur les bilans, pas sur les cœurs meurtris. J'ai appris très tôt, si tu ne peux pas appartenir, observe. À 16 ans, j'ai acheté un appareil photo d'occasion avec l'argent de cours de soutien scolaire donnés à des enfants qui avaient de vraies familles. Je filmais tout. Les chiens errants, les Porsche sombres, les visages qui ne rentraient pas dans le cadre. Elle appelait ça un passe-temps. C'est devenu ma survie parce que derrière l'objectif, personne ne pouvait m'interrompre. Personne ne pouvait me dire que j'étais trop insignifiante pour compter. Quand je suis partie à 18 ans, je n'ai pas pleuré. J'ai emballé l'appareil photo et le silence que j'avais maîtrisé. Ma sœur a eu des perles. J'ai eu un but. Chaque documentaire que je faisais était une façon de dire « j'existe ». Des années plus tard, l'email est arrivé. Le 60e anniversaire de mon père. Un lien RSVP froid. Pas de salutation. Pas de « tu nous manques ». Je fixais l'écran, me souvenant des couloirs froids, de la porte du bureau fermée. Mon nom jamais appelé. J'ai failli le supprimer. Puis je ne l'ai pas fait parce que le travail m'avait appris ce que l'enfance ne m'avait pas appris. On n'attend pas d'être vu. On apporte la lumière. Alors j'ai dit oui, non pas pour leur table, mais pour ma propre voix. S'ils voulaient une fille silencieuse, ils avaient invité la mauvaise femme. J'ai chargé mes batteries. J'ai étiqueté des disques. J'ai étudié mes mains. Le froid m'avait appris la discipline. L'objectif m'avait appris le courage. Les deux se rencontreraient à Lyon. Les enfants invisibles développent des caméras. Nous avons appris à riposter la semaine avant la fête. Je ne dormais pas beaucoup. La ville bourdonnait à l'extérieur de mon appartement, mais à l'intérieur tout était trop calme. Email, séquence, délai. Je m'étais enterré dans le travail, faisant semblant de ne pas penser à ce RSVP auquel j'avais dit oui. Puis Claire est arrivée, déboula avec son carnet de croquis et un visage qui annonçait des ennuis. « Tu ne croiras jamais ce que j'ai entendu », dit-elle en se laissant tomber sur mon canapé. Elle dessinait dans un café du centre-ville quand elle a surpris ma sœur au téléphone, sa voix basse, perçante, du genre qu'elle utilisait quand elle pensait que personne n'écoutait. « Tout est prêt, Thomas. Papa ne se doutera de rien. » Ces mots m'ont transpercé. Claire n'a même pas eu besoin d'expliquer. Je connaissais ce ton. Machiavélique, confiant, cruel. L'entreprise de mon père était sa vie. La seule chose qu'il avait construite à partir de rien. Et eux, sa femme et son enfant chéri, prévoyaient de la lui voler sous le nez. Nous avons veillé toute la nuit à fouiller. Claire s'est souvenue d'un dossier cloud qu'elle avait utilisé autrefois pour un projet avec ma sœur. Elle n'avait jamais changé son mot de passe. À l'intérieur, des emails, des contrats scannés, des messages avec un homme nommé Thomas, et un projet d'accord prêt à être signé. Les parts de mon père devaient être transférées à son nom. Je fixais l'écran, la poitrine serrée.
Il ne s'agissait pas d'argent. C'était une trahison. Le genre qui réécrit chaque souvenir d'enfance et vous fait vous demander si l'amour y avait jamais vécu. Claire se pencha. Tu en as assez pour les faire tomber, dit-elle doucement. Peut-être, ai-je murmuré. Mais comment exposer la pourriture sans brûler toute la maison? J'ai tout enregistré sur une petite clé USB. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, comme si elle contenait la preuve de chaque dîner silencieux, de chaque insulte avalée. Le lendemain matin, j'ai traversé le centre-ville de Lyon avec mon sac d'appareils photo, filmant les reflets dans les vitrines des magasins, les visages qui passaient, chacun me rappelant que la vérité a son propre timing. Au lever du soleil, je me tenais près de ma fenêtre, regardant les lumières se répandre sur le parquet. L'air sentait la pluie et le café, vif et terreux. Mon appareil photo clignotait en rouge, n'enregistrant que le silence. Et d'une certaine manière, ce silence semblait plus fort que n'importe quelle confession que j'ai jamais filmée. J'ai fermé mon sac. Le matériel photo d'abord, puis la clé USB, puis une robe noire qui ressemblait à une armure. L'horizon à l'extérieur s'est à nouveau brouillé, mais cette fois, il ne ressemblait pas à du chagrin. Il ressemblait à de la détermination. Quand le matin est arrivé, je n'ai pas hésité. Billet en main, cœur stable. J'ai murmuré à la pièce vide, cette fois, je ne filme pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Le silence n'était pas une faiblesse. C'était du carburant. La fête scintillait comme un mensonge, poli à la perfection. Lustre en cristal, rire poli, le murmure de l'argent et des bonnes manières. Je souriais, silencieuse, mon cœur battant au rythme du groupe de jazz. Papa était de l'autre côté de la pièce, serrant des mains, son costume gris impeccable, sa confiance inébranlable. Catherine planait près de lui, versant le charme comme du sirop. Chloé traînait derrière, un écho doré qui n'avait jamais gagné son éclat. Je suis resté dans l'ombre, ma vieille habitude. Mais cette fois, je ne me cachais pas. J'observais. Quand les discours ont commencé, je me suis éclipsé par la porte latérale, le long du couloir orné de portraits d'hommes qui avaient bâti des héritages. Je me suis arrêté à son bureau. La porte était entr'ouverte. Le bureau, son hôtel, brillait sous la lumière de la lampe. J'ai posé la clé USB à côté de son porte-nom et j'ai attendu. Il m'a trouvé là quelques minutes plus tard. Abigail, dit-il doucement, comme s'il n'était pas sûr que je sois vraiment venu. Catherine t'a envoyé. Non, ai-je dit. Je suis venu parce que tu mérites de connaître la vérité. Il fronça les sourcils. À propos de quoi? À propos de ce qu'ils ont planifié. J'ai fait glisser la clé vers lui. Elle essaie de transférer tes parts à Chloé. Tout est là. Email, contrat, tout. Il la fixa. Puis moi, une douzaine d'émotions scintillant dans ses yeux. Tu te trompes, dit-il d'abord. Elle ne ferait pas ça. Elle le ferait, dis-je doucement. Elle l'a déjà fait. Le silence s'étira entre nous. Il s'enfonça dans sa chaise, ouvrit l'ordinateur portable et appuya sur Play. La pièce se remplit de voix. Le rire de Chloé, les ordres calmes de Catherine, les vantardises négligentes de Thomas. Chaque mot brisait l'image qu'il s'était faite d'eux. Quand cela se termina, il ne me regarda pas. Il murmura juste « Mon Dieu ». Le jazz du couloir traversait les murs. Doux, lointain, irréel. Finalement, il dit « Tu aurais pu nous humilier ce soir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Parce que je n'essayais pas de te détruire, ai-je dit. Je voulais juste que tu me voies. Ses mains tremblèrent légèrement. Puis, à ma surprise, il tendit la main par-dessus le bureau, posant sa paume sur la mienne. Je te vois maintenant, dit-il. Des larmes brûlèrent, non de douleur, mais de libération. Des années de silence s'effondrant en un seul souffle. Il se leva, hésitant. Et pour la première fois depuis que j'avais 5 ans, il me serra dans une étreinte calme et maladroite. Ce n'était pas parfait. C'était réel. Quand il recula, ses yeux étaient fatigués, mais plus doux. Dehors, la musique monta à nouveau, et les rires ondulèrent dans le couloir, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, quelque chose d'irréversible. Il se retourna une fois de plus, sa voix basse, mais ferme. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il. Merci. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Pour la première fois, le mot famille ne sonnait pas comme une blessure.
La vérité n'avait pas besoin d'un public, juste de courage. Le lendemain matin, la lumière du soleil semblait plus vive, comme si la ville avait remarqué ce qui avait changé. J'ai retrouvé papa à son bureau, mais cette fois, il ne portait pas de costume. Pas de cravate, pas de masque, juste une résolution tranquille. Il n'a pas dit grand-chose sur le chemin du retour, seulement une fois à un feu rouge, il a murmuré « J'avais l'habitude de penser que l'amour signifiait protéger les gens de la douleur. » Puis il a regardé droit devant. Il s'avère que cela signifiait simplement éviter la vérité. Quand nous sommes arrivés à la maison, Catherine attendait sur le porche, tasse de café à la main, son sourire répété. Parfait. Chloé se tenait à côté d'elle, les bras croisés, les yeux méfiants. Grégoire, dit Catherine gentiment. Tu es en avance. Papa ne répondit pas. Il passa devant elle, la porte d'entrée s'ouvrant, comme si elle avait attendu ce moment. À l'intérieur, la maison sentait le parfum et le pouvoir. Tout à sa place, tout faux. Il alla directement à son bureau. Catherine suivit, ses talons claquant sur le parquet comme une horloge qui s'égrène. Je suis resté près de l'embrasure de la porte, assez près pour entendre, assez loin pour rester invisible. Le rôle que je connaissais le mieux. Il posa la clé USB sur le bureau. Je l'ai regardé, dit-il doucement. Catherine se figea. Regardez quoi? Le plan, les appels, les contrats. La couleur s'échappa de son visage. Elle commença à parler, mais il leva la main. Ne fais pas ça. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids. Le genre qui venait de l'amour qui se brisait enfin. Chloé s'avança. Papa, nous n'avons pas fait exprès. Tu as fait exprès chaque mot, dit-il, son ton plat. Tu as traité ma confiance comme une monnaie. Catherine essaya de nouveau. Grégoire, elle te manipule. C'est ma fille, coupa-t-il, sa voix ferme, et elle vient de sauver ce qui reste de cette famille. Le silence qui suivit fut plus lourd que les cris. Le masque de Catherine vacilla, ses lèvres tremblantes avant que les larmes ne viennent. Pas de chagrin, mais une exposition. Papa ouvrit un tiroir et fit glisser 2 enveloppes sur le bureau, les papiers de divorce et un avis de retrait. Vous devrez toutes les 2 trouver un autre endroit. La voix de Chloé se brisa. Tu l'as choisie elle plutôt que nous. Non, dit-il doucement. Je choisis l'honnêteté. Les yeux de Catherine se tournèrent alors vers moi, perçants, suppliants. Les mêmes yeux qui me diminuaient autrefois, mais je ne sciais pas. Pas cette fois. Papa passa devant elle, s'arrêtant seulement une fois à l'embrasure de la porte. Abigaël, allons-y. Et comme ça, l'empire qu'elles avaient bâti sur la manipulation s'effondra sans un bruit. Dehors, le vent s'était levé, portant l'odeur du pain et de la poussière. Nous avons roulé en silence. La route s'étendait à l'infini devant nous, baignée d'une lumière ambrée. Après un long moment, papa parla doucement, presque à lui-même. La paix est étrange, dit-il. Comme quelque chose que nous avions oublié que nous pouvions avoir. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil bas et indulgent. Et pour une fois, je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle s'éloigne juste. 3 mois plus tard, la maison avait disparu. Vendue discrètement, vidée de tout sauf des échos. Papa et moi avons avancé séparément, mais d'une manière ou d'une autre, nous étions plus proches que jamais. Il a loué un petit endroit près du lac où le matin sentait le pin et où l'air était pur. Parfois, je lui rendais visite et nous nous asseyions sur le porche sans beaucoup parler, juste à regarder l'eau onduler contre le quai. Le silence entre nous avait l'habitude de peser lourd. Maintenant, il semblait être la paix. Il préparait du café dans la même tasse ébréchée tous les matins. Quand je le taquinais à ce sujet, il souriait. Le genre de sourire que je n'avais jamais vu en grandissant, doux, sans défense. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, il se tourna vers moi et dit « J'ai revu ton film ». J'ai levé les yeux, surprise. Il hocha lentement la tête. « Ça a fait mal », admit-il. « Mais je suis fier que tu aies eu le courage de dire la vérité. J'aimerais avoir eu cette force il y a des années. » Ces mots se sont installés dans ma poitrine comme une chaleur se répandant dans l'air hivernal. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple. Pendant des années, j'avais cherché une version de l'amour qui exigeait le silence. Maintenant, j'avais appris que le vrai amour écoute, même quand la vérité fait mal.
J'ai continué à faire des documentaires, non pas sur les autres cette fois, mais sur des voix comme la mienne, sur des filles qui osaient prendre la parole, sur des révolutions silencieuses nées de la douleur. Le premier a été présenté en avant-première dans un petit théâtre du centre-ville. Quand le générique a défilé, les gens se sont levés pour applaudir. Non pas pour la production, mais pour le message. Et quelque part dans la foule, j'ai vu papa s'essuyer les yeux. Après la projection, il m'a serré dans ses bras. Pas de grand discours, juste une étreinte silencieuse qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Au fil des mois, j'ai commencé à reconstruire plus que ma carrière. J'ai reconstruit mon estime de soi. La fille qui filmait autrefois des ombres pour se sentir vue se tenait maintenant dans la lumière. Lyon se sentait différente maintenant. Pas plus petite, pas plus froide, juste honnête. Parfois, je passais devant l'ancienne propriété où les murs avaient autrefois abrité des murmures et des secrets. Elle était vide, le lierre s'enroulant sur les grilles. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, seulement une libération. J'ai arrêté de me demander pourquoi il m'avait blessé. Certaines personnes confondent le contrôle avec l'amour. Et certains d'entre nous passent la moitié de leur vie à désapprendre cela. Mais guérir, ce n'est pas effacer le passé. C'est en sortir, pieds nus, mais libres. Alors que j'emballais mon appareil photo pour mon prochain voyage, je me suis murmuré une promesse silencieuse, ne jamais échanger ma voix contre le fait d'appartenir à nouveau. Parce que la vérité, c'est le seul héritage qui vaille la peine d'être gardé. Si vous avez déjà dû vous libérer de l'ombre de votre propre famille, partagez votre histoire ci-dessous.